Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur la géométrie dans l'espace et on a pris comme exemple un exercice extrait d'un sujet bac. Le sujet bac est le suivant. Alors, on voit l'exercice, l'énoncé 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, cet exercice est un exercice à choix multiples, donc c'est un QCM. Pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Et pour répondre, indiquez sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Et surtout, on n'a aucune justification n'est demandée. Donc, on commence par l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? L'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK et on considère les points. On a 3 points avec leurs coordonnées A, B et C. On a la droite delta de représentation paramétrique suivante. Donc x, y, z en fonction de t qui est un réel. Le plan P d'équation cartésienne 3x plus 2y plus z moins 4 égale à 0. Et un autre plan Q d'équation cartésienne, moins 6x moins 4y moins 2z plus 7 égale à 0. La première question, lequel des points suivants appartient au plan P? Donc on a 4 points avec leurs coordonnées. Pour le savoir, simplement, en fait, on commence par le premier cas. Est-ce que c'est le point R qui appartient au plan P? On va prendre les coordonnées de R et on les remplace dans l'équation cartésienne du plan P. Dans ce cas-là, le x du point R, on le remplace par x, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on trouve? 3 fois 1, ça fait 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et plus 1 moins 4, ça nous fait moins 3 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins 6 égale à 0. Ce qui est impossible, ça veut dire quoi? Que le point R n'appartient pas au plan P. On fait la même chose avec le point S. Donc, en remplaçant les coordonnées du point S dans l'équation cartésienne du plan P, et on trouve que là, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 2 fois 2, ça fait 4. Et moins 1 moins 4, ça fait moins 5 égale à 0. Et 3 plus 4, ça fait 7. 7 moins 5, ça fait 2 égale à 0. Ce qui est impossible, ça veut dire que le point S n'appartient pas à ce plan P. Donc, on élimine la réponse B. Pour le point T, la même chose. En remplaçant les coordonnées de T dans l'équation cartésienne du plan. Et on trouve que 0 égale à 0. Donc, la bonne réponse est la C. Donc, pour confirmer, 3 fois 1, ça fait 3. Là, c'est 0. Plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Et 3 moins 3, ça nous donne 0. Donc, on obtient 0 égale à 0, ce qui est vrai. Donc, automatiquement, on annule la réponse D, puisqu'ils ont dit qu'il y a une seule bonne réponse. On passe à la question 2. Et dans la question 2, on a le triangle ABC et soit équilatéral, soit rectangle isocèle, isocèle non rectangle ou bien rectangle non isocèle. Donc, si on veut commencer par la première proposition, est-ce que le triangle est équilatéral? Il suffit de calculer les trois longueurs des trois côtés du triangle. Donc, AB, ensuite AC et BC. Pour chacun des côtés, on a les coordonnées des 3 points. Donc, par exemple, pour AB, on utilise cette formule. C'est les coordonnées de... On a XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré, le tout sous la racine. Avec les valeurs qu'on a dans les données, on trouve que AB égale 2 racines de 5. Pour AC, c'est pareil. On a les coordonnées de A et C et on trouve... la valeur exacte égale à 3. Donc là, déjà, on voit que les deux côtés, enfin AB est différent de AC, donc il ne peut pas être un triangle équilatéral. Donc soit rectangle isocèle, soit isocèle non rectangle, soit rectangle non isocèle. Donc pour les trois propositions, pour le savoir, soit on calcule le produit cartésien des trois côtés, donc AB par AC, ensuite AB par BC, etc. Pour savoir déjà si le triangle est isocèle ou pas, plutôt est rectangle ou pas. Ou sinon, on peut continuer à calculer le troisième côté qui est BC avec la même formule. Et dans ce cas-là, on trouve 29. Qu'est-ce qu'on remarque ici?
on a les trois côtés ne sont pas égaux, donc on élimine la réponse B parce que la réponse B, rectangle, isocèle, le triangle n'est pas isocèle, aussi isocèle non rectangle, donc on annule la réponse C. Donc automatiquement la bonne réponse c'est la D, mais si on veut le confirmer, alors là, rectangle non isocèle, on a confirmé qu'il n'est pas isocèle pour montrer qu'il est rectangle, soit on calcule le produit cartésien, soit on utilise le théorème ou la réciproque du théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que déjà là, avec les trois valeurs qu'on a, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette valeur au carré, ça nous donne 20, et cette valeur au carré, ça nous donne 9. Et 20 plus 9, ça nous donne 29, ce qui donne BC au carré. Donc, on a d'une part AB au carré plus AC au carré égale à 29, et d'une autre part, AC au carré égale à 29 aussi. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en 1. Donc, c'est le théorème qu'on a l'habitude de travailler avec depuis le collège. Et bien sûr, en fait, pour l'exercice, aucune justification n'est demandée. Donc, on peut donner directement la bonne réponse et on peut chercher la bonne réponse sur le brouillon. Alors, on passe à la troisième question. La troisième question, la droite P et la droite delta est orthogonale au plan P ou bien 50 au plan P, incluse dans le plan P et strictement parallèle au plan P. Donc, on va commencer par la première proposition. Est-ce que la droite delta est orthogonale au plan P? Ça veut dire quoi? Si on a un plan P, donc la configuration doit être comment? Dans ce cas-là, un plan a un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, bien sûr, d'un plan est perpendiculaire. Et la droite delta, elle peut être parallèle. Elle peut être parallèle au vecteur normal. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que le plan est orthogonal avec la droite delta. Et l'intersection des deux, ça nous donne un point I. Alors, pour la proposition B, est-ce que la droite delta est séquente au plan P? Donc là, si on a un plan P, la configuration, comment doit être? On a une droite séquente et le point d'intersection, ça nous donne un seul point. Ça veut dire quoi? Incluse dans le plan P, on a ici deux cas. Soit on a un plan comme ça, une droite qui est perpendiculaire au vecteur normal. Donc ça veut dire quoi? Tous les points de la droite delta sont à l'intérieur du plan P. Bon, pas forcément sont perpendiculaires, donc on peut même avoir cette configuration. Donc tous les points de cette droite sont sur le plan P. Et le dernier cas, strictement parallèle au plan P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur normal du plan est perpendiculaire à la droite et on n'a aucun point d'intersection entre les deux. On revient à la première proposition. Alors, pour savoir est-ce que la droite delta est orthogonale au plan P, on va comparer le vecteur normal du plan P. Comment on peut l'obtenir? On a l'équation cartésienne, donc le vecteur normal. On prend juste les coefficients de x, y, z de cette équation et on obtient les coordonnées du vecteur normal. Dans ce cas-là, c'est 3, 2 et 1, puisque là, on a 3 plus 2 et plus 1. Et là, on va le comparer avec le vecteur directeur de la droite delta. Concernant la droite delta, on a la représentation paramétrique. Donc, pour le vecteur directeur, il suffit simplement de prendre les coefficients de t. Donc, dans ce cas-là, le vecteur u de delta de coordonnées moins 1, 0 et plus 3, ça représente le vecteur directeur de cette droite. Donc là, le vecteur, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le vecteur directeur de cette droite avec le vecteur normal ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Parce que déjà là on a le 0 et là on n'a pas le 0. Donc on a le 2. Parce que les multiples de 0, on n'a que des 0. Donc là on élimine la réponse A. Pour le deuxième cas, est-ce que la droite delta est séquente au plan P? Donc, si l'intersection des deux nous donne un point, exactement un point. Alors, la droite delta est séquente au point P, ça veut dire qu'il existe un point.
i quelconque de coordonnées x, i, y, i, z, i qu'on ne connaît pas pour le moment, qui appartient à la droite delta. En même temps, c'est un point du plan P. Ça veut dire quoi? C'est un point qui appartient à ces deux-là. Ça veut dire, là, il respecte les... Là, ça veut dire, il respecte la représentation paramétrique de la droite delta. En même temps, il respecte l'équation du plan P, puisqu'il appartient au plan P. Donc là, il suffit de résoudre ce système. Donc là, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre les coordonnées x, y et z et on les remplace dans la dernière équation et on trouve ce qu'on a ici. Si on simplifie ce qu'on a ici, on obtient 3 moins 3t plus 3t moins 4. On élimine moins 3t avec plus 3t et il nous reste 3 moins 4 égale à 0, ça veut dire moins 1 égale à 0, ce qui est impossible. Donc là, on élimine la réponse B. Donc il n'y a pas de point d'intersection entre le plan P et la droite delta. Puisqu'il n'y a pas de point d'intersection, ça veut dire là, on peut même éliminer la réponse C. Pourquoi? Parce que dans la réponse C, qu'est-ce qu'ils disent? La droite delta est incluse dans le plan P. Inclus, ça veut dire quoi? Quel que soit le point I de la droite delta, ce point I appartient au plan P. Et on a déjà montré qu'il n'y a aucun point d'intersection entre les deux. Donc, la droite delta n'est pas incluse dans le plan P. Donc, il nous reste le dernier cas. Donc, la droite est strictement parallèle au plan P. Donc, si on veut même montrer cette réponse, qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, la droite delta est strictement parallèle au plan P. Ça veut dire que le vecteur normal du plan P est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite delta. Et aussi, on n'a aucun point d'intersection. Parce que si on a, en fait, s'il est inclus et perpendiculaire, donc on est dans la réponse C. Donc pour cette condition, delta et P, aucun point d'intersection, on l'a déjà montré avant. Donc il suffit de montrer que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Pour le montrer, on peut par exemple utiliser le produit scalaire des deux vecteurs. On calcule le produit scalaire des deux vecteurs, NP et U delta, et on trouve, bon, comment on peut calculer le produit scalaire avec les coordonnées? Simplement x du vecteur n fois x du vecteur U plus y du vecteur n fois le y du vecteur u plus le z du vecteur n fois z du vecteur u. Et on trouve 3 fois moins 1 plus 2 fois 0 plus 1 fois 3 ici. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? 3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 0, c'est moins 3 plus 3, ça fait 0. Le produit scalaire égal à 0, ça veut dire qu'on a bien, les deux vecteurs sont perpendiculaires. On passe à la question 4. Et dans la question 4, on donne le produit scalaire BA, produit scalaire BC égal à 20. Une mesure au degré près de l'angle ABC est soit 34 degrés, 120 degrés, 90 degrés et 0 degrés. Là, pour trouver la bonne réponse, on a plusieurs méthodes. Par exemple, si on revient un petit peu à la question 2, je crois, on a déjà montré, ou bien la première question, on a montré que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, l'angle A mesure 90. Du coup, l'angle B et C, c'est des angles aigus. Donc, dans ce cas-là, l'angle B mesure, il ne peut pas être 120, il ne peut pas être 90, il ne peut pas être 0, donc égal à 34. Donc, on élimine les autres réponses. Ou sinon, si on n'avait pas déjà ça, ce qu'on peut faire simplement, puisqu'on a dans les données le produit scalaire de BA fois BC égale à 20, donc on peut utiliser cette formule. Le produit scalaire des deux vecteurs égale la norme du premier vecteur, qui est la longueur du côté BA, fois la longueur du côté BC, fois cosinus, l'angle entre les deux vecteurs, ce qui donne bien cosinus, l'angle ABC. Et du coup, pour obtenir cosinus ABC, on obtient le produit scalaire divisé par BA fois BC. Et pour les longueurs BA et BC, on les a déjà calculées. On a trouvé les deux valeurs exactes de racine de 5 et 29. En remplaçant ces valeurs
au dénominateur. Concernant le numérateur, on a dans l'énoncé c'est 20. Et on trouve cosinus ABC, la valeur rapprochée est 0,83. Puisqu'on a cosinus, on peut obtenir l'angle ABC. Il suffit de prendre l'arc cosinus 0,83. Et dans ce cas-là, avec la calculatrice, on peut trouver la valeur rapprochée égale à 34 degrés. On trouve avec la calculatrice plus exactement 33,9. Et là, ils ont donné une mesure au degré près, donc ce qui donne bien 34. Et la dernière question, l'intersection de deux plans P et Q est soit un plan, soit un ensemble vide, une droite ou bien réduite à un point. Donc, quelles sont les configurations possibles? L'intersection de deux plans nous donne un plan si et seulement si les deux plans sont confondus. Pour le deuxième cas, l'ensemble vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux plans sont parallèles. La configuration du troisième cas, on peut obtenir une droite si on a en fait l'intersection nous donne cette droite. Donc, ils ne sont pas confondus, ils ne sont pas parallèles. Et il y a les trois cas possibles, donc on peut directement éliminer le quatrième cas. Donc l'intersection de deux plans ne peut pas donner un seul point. Donc par exemple pour la première, plutôt le premier cas, pour savoir si on a un plan ou bien un ensemble vide, il suffit de comparer le vecteur normal du premier plan avec le vecteur normal du deuxième plan. Le vecteur normal des deux plans, on peut les obtenir à partir des équations cartésiennes. Pour le premier, il suffit de prendre les coefficients de x, y, z, donc on obtient 3, 2 et 1. Pour le deuxième, on a moins 6, moins 4 et moins 2. Donc là, on voit bien déjà directement, on peut voir que les deux vecteurs sont proportionnels. Donc, on a toujours moins 6 sur 3, ça nous donne 2. Moins 4 sur 2, ça nous donne moins 2. Moins 4 sur 2, moins 2. Et moins 2 sur 1, moins 2. Donc, on peut, ou autrement, on peut écrire le premier vecteur en fonction du deuxième. Puisqu'avec les coordonnées du vecteur n, Q, donc on peut factoriser le moins 2. On obtient 3, 2, 1 qui sont bien les coordonnées du vecteur np. Donc là, soit les deux plans sont... l'intersection des deux plans, ça nous donne un autre plan, ou bien c'est l'ensemble vide. Donc on sait qu'ils sont parallèles. Pour le confirmer, on peut simplement voir le dernier coefficient des deux équations. Là, on a moins 4 et là, on a moins 7. Est-ce que les 4 coefficients de la première équation sont proportionnels avec le deuxième? Dans ce cas-là, ce n'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que là, donc, pourquoi? Là, on a le moins 4 et là, on a 7. 7 sur moins 4, ça ne nous donne pas moins 2. Donc là, puisque les deux ils sont parallèles, on peut éliminer la réponse C. Et donc la bonne réponse est l'ensemble vide, puisque moins 7 sur moins 4, ça ne nous donne pas le moins 2. Ou sinon, on peut le faire autrement. On fait l'intersection des deux. On va voir ce qu'on peut obtenir. Si on le fait, bien sûr, on trouve l'ensemble vide. Là, ce qu'on peut faire, on a une première équation, une deuxième équation. On rajoute une troisième équation. Ou bien on fait simplement la première équation fois 2 et on fait la somme des deux équations. On trouve 3 égale à 0, ce qui est impossible. Plutôt, on trouve moins 1 égale à 0, ce qui est impossible. Et je vous remercie. On passera à un autre exercice dans une autre vidéo.